Bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entreprises et aux entrepreneurs qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, crowdfunding, tokenisation, travaux, mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour connaître leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif sous 2 formats. Un accompagnement en 8 sessions, on vous prend par la main pour investir, ou sinon de manière clé en main où on recherche le bien, on fait les travaux, on meuble et on gère pour vous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leurs craintes, leurs peurs, comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins-nous dans cette conversation. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous faire redécouvrir un épisode que j'ai enregistré avec Jérémy Adjej, le CEO d'Ecomatelas. Alors pour la petite histoire, c'est un épisode que j'ai enregistré sur un autre podcast que j'anime qui s'appelle Les Impactants, où je pars à la rencontre de personnes, d'entrepreneurs qui font l'impact au sens large. Et vu que celui-là, il a été pas mal apprécié et qu'il parle de produits que nous mettons dans tous les ameublements des investissements locatifs que nous faisons avec Green Living, j'ai choisi de le diffuser sur le grenier. Je vous souhaite une bonne écoute. L'objectif de Jérémy, c'est en fait tout simplement de rendre la laiterie accessible à tous. C'est vraiment le leitmotiv d'Ecomatelas. En fait, à travers cet entretien, Jérémy nous partage les levées de fonds qu'il a faites avec un petit peu de banque, un petit peu de business angel, un peu d'incubateur aussi. Il nous explique tout ça. Il nous explique aussi qu'il a été racheté cette année, un peu en semi-exclusivité. Il nous parle de chiffres, son chiffre d'affaires en millions d'euros, le nombre de matelas vendus. Bref, il est transparent sur toute son activité et surtout l'ADN d'Ecomatelas sur le processus de comment rendre un matelas reconditionné. Il est vraiment très transparent. Bref, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'épisode. Bonjour à tous, je suis en compagnie de Jérémy Adjej, le fondateur de Ecomatelas. Alors déjà, je voulais commencer le podcast, Jérémy, pour te dire merci de nous recevoir dans tes locaux à Montpellier, parce qu'en fait, quand on a lancé ce podcast, il y a beaucoup d'invités qu'on a hors de notre scope de Montpellier. Donc je suis ravi et enchanté de tourner dans des locaux à Montpellier. Donc un peu de chauvinisme ne fait pas de mal. Donc en fait le podcast c'est Les Impactants et pour une boîte montpelliéraine, donc j'ai un peu spoilé le truc, mais tu fais du matelas reconditionné. Donc en fait le podcast, moi ce que j'aime bien c'est le délivrer en fait de manière à ce que on puisse parler de toi, de comment tu en es arrivé là. Comment faire du matelas reconditionné, parce que du matelas, le marché du matelas, il y en a à pléthore, mais pourquoi du reconditionné? Ensuite, de parler de l'entreprise. Tu diras les chiffres que tu veux. L'objectif du podcast, c'est pas de dire tous les chiffres, mais c'est de dire des chiffres assez intéressants pour qu'on puisse te positionner et savoir un petit peu comment les gens te situent par rapport dans le milieu du matelas. On parlait de business. Et il y a un dernier volet que moi j'aime bien évoquer, c'est le côté impact au sens large. Et d'ailleurs, en travaillant un peu le podcast, j'ai vu qu'il y avait aussi donc l'impact environnemental, mais quand même un impact social. Oui. Et que je ne connaissais pas. Il y a 2 volets, oui. Il y a 2 volets. Donc, bref, du coup, Jérémy, je te demande de te présenter. La plus grande question des podcasteurs, délivre-toi, je t'en prie. Écoute, c'est un plaisir de vous recevoir déjà, donc merci à vous aussi de vous être déplacé. Donc moi, je suis Jérémy Adjej, je suis le fondateur de la société Ecomatelas, effectivement. J'ai 34 ans, donc déjà un vieux de la vieille, comme on dit. Et donc j'ai commencé Ecomatelas maintenant il y a un petit peu plus de 6 ans, c'était tout début 2017. Je suis un peu natif de Montpellier puisque j'ai fait mes études ici, mais initialement je suis plutôt du côté d'Avignon dans le Vaucluse. Aïe. Voilà, j'ai grandi par là-bas et ensuite j'ai migré sur Montpellier, j'ai fait mes études, je me suis beaucoup plu ici et c'est ce qui aussi m'a amené à m'installer un petit peu par ici par la suite en créant Ecomatelas dans le coin, puisque j'aimais beaucoup cette région et je voulais vraiment y faire quelque chose par ici. Bon, de toute façon, on va revenir sur Ecomatelas. Mais du coup, c'est quoi ton parcours? Tu as été salarié avant? Parce que 34 ans, ça fait... tu veux nous dire un petit... Oui, j'ai créé Ecomatelas quand j'avais 27 ans à peu près, effectivement. D'accord, ouais. Donc oui, effectivement, j'ai été salarié pendant 3 ans. J'ai fait MBS Montpellier, donc Montpellier Business School Montpellier. Ok. Donc j'ai été graduate en 2013. Et je suis parti ensuite à l'étranger pendant quelques années. Donc je suis parti d'abord à Dublin, en Irlande, pendant 2 ans. D'accord. Où je travaillais chez PayPal. Donc j'étais... je pense que beaucoup de gens connaissent PayPal. Voilà, normalement tout le monde connaît. J'étais account manager là-bas, donc en gros, commercial grand compte. J'avais pour objectif de vendre la solution à des grandes marques comme LVMH, des choses comme ça. D'accord.
Et je me suis beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé Dublin, c'était très sympa. Par contre, gros manque de soleil. Ah oui, Au bout de 2 ans, j'étais vraiment en déprime totale. il pleut beaucoup, non? Il pleut tous les jours quasiment. Tous les jours? Ouais, ouais, 90% du temps, c'est de la grisaille et de la petite pluie qui fait bien, voilà, hein, Oh. qui embête beaucoup. Donc du coup, en fait, j'ai eu un chasseur qui m'a contacté à la fin de ma 2e année et qui m'a dit, ben, rejoins-nous à Malaga, dans le sud de l'Espagne. On a une société pour toi qui peut te plaire. Ah oui, le gap, il est Donc énorme. le gap, il était énorme. J'ai dit oui de suite, tu vois. Je suis parti au soleil, donc dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, et j'ai bossé pendant 1 an chez Oracle. Oui. C'est voilà, l'éditeur de logiciels et de bases de données, qui est aussi un gros mastodonte américain. Ça m'a un peu moins plu pour le coup, c'était vraiment très technique. Et qu'est-ce qu'ils font à Malaga, Oracle là? Ils ont un siège social là-bas en fait. D'accord. Ils Ouais. ont leur siège là-bas, leur siège européen. D'accord. Voilà. Ouais. Comme à Dublin, il y a tous les sièges européens de la Oui, plupart des GAFA, et ben, Oracle est situé là-bas en fait. Ok, d'accord. Je sais pas. Donc voilà, et alors à ce moment-là, mon frère, puisque j'ai une famille donc, qui travaille dans le secteur de la literie, je D'accord. suis pas tombé là-dedans complètement par hasard. Ok. C'est un peu la genèse d'Ecomatla, si tu veux. Mon frère commençait à me passer des petits coups de fil à ce moment-là. Il me disait, Jérémy, écoute, je bosse avec Thierry, c'est notre oncle, qui a un magasin de literie en fait à Agde, Ok. donc dans le 34. Et il me disait, voilà, écoute, je crois que je suis sur un truc. Ça fait quelques temps que je récupère des matelas dans les hôtels quand Thierry me demande d'aller les livrer. On vend des nouveaux matelas, on doit récupérer l'ancienne. Thierry me demande de les emmener à la déchetterie. Et en fait, bah, moi, je l'ai pas fait et je les ai revendus sur le bon coin. Ah ouais. Et il me dit, j'en ai vendu comme ça une centaine depuis 2 mois, je me suis fait 5000 balles. Ah oui, quand Ça, même. je dis, ah ouais, bah, c'est dingue, mais c'est des matelas d'occasion, comment ça se passe? Il me dit, ouais, bah écoute, c'est des matelas qui sont effectivement d'occasion, mais quand même, comme c'est de la literie d'hôtel, ils sont plutôt en bon état, ils sont assez récents, et les gens voient que c'est des bons matelas, donc sur le bon coin, ça part comme des petits pains. Donc au début, je suis assez sceptique, tu vois, je lui dis, bon, écoute. Mais quel est l'intérêt des hôtels et de les bazarder ou de les. Bah, simplement au moment du renouvellement de la literie. En fait, ils font appel à des magasins de literie traditionnels pour la plupart et ils demandent aux magasins de literie de récupérer l'ancienne literie qui était en place pour s'en débarrasser tout simplement. C'est soit ça, soit ils sont obligés d'aller à la déchetterie eux-mêmes pour jeter les matelas, les anciens matelas, mais ils payent un service. Puisque quand tu es professionnel et que tu vas à la déchette, Oui. tu payes un petit quelque chose. On le sait au niveau travaux. Voilà. Donc tu évites ça en passant par le magasin lui-même qui va te débarrasser ce service de literie. En général, ils font payer ce service. Et c'est ce que faisait mon oncle avec son magasin à l'époque. Et donc mon frère, lui, travaillait comme livreur pour mon oncle. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a parlé de tout ça. Donc bon, voilà, au début, moi, j'étais un petit peu sceptique. Il me parlait de ces petits argents de poche qui se faisaient tous les mois. Je trouvais ça sympa pour lui. Tu vois. Je Ouais, disais, bah, bien c'est sûr. bien, tu te fais un peu d'argent de poche, c'est cool. Mais j'avais un peu de mal à me projeter, tu vois, sur un projet. Et en fait, ce qui m'a fait un petit peu le déclic, c'est je crois que c'était du coup en 2016, il y a Back Market Ouais. qui a fait sa première campagne de communication. Oui. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, mais c'est Alors, incroyable. juste pour situer les auditeurs qui ne connaissent pas, à mon avis, Back Market, c'est un site e-commerce de produits, on va dire, high-tech, on va dire, C'est ça. reconditionnés. Tout à fait. Voilà. À l'époque, ils étaient très portés sur les smartphones uniquement. Ouais. Ah oui, oui. Et c'est ça qui m'a fait le déclic un petit peu d'un point de vue projet, parce que je me suis dit, mais si on peut reconditionner des téléphones et qu'en plus de ça, il y a un marché pour ça, bah, est-ce qu'on pourrait pas répliquer le truc au matelas? Putain, surtout qu'en 2000, la date, c'est quoi, 2016, Ouais, 2017? 2016, parce que j'étais encore à Malaga en 2016. Donc c'est ça, je pense que c'était un vol avant l'été 2016 que mon frère me disait ça et que j'avais vu la première campagne de Parce communication. qu'à aujourd'hui, on est en 2023, le reconditionné, on va dire que c'est dans la tête de tout le monde, Ouais. c'est pas installé. Non, alors pour les téléphones, par contre, tu vois, Back Ouais. Market, c'est devenu un mastodonte. Ah oui, ça c'est Back sûr. Market, je sais plus combien de chiffre d'affaires ils font, mais je crois que c'est en plusieurs millions d'euros, bien au-dessus des 20 millions. Ah oui, oui. C'est un acteur très important maintenant Ouais. de la téléphonie en France. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un petit peu. J'espère que ce sera le cas avec Ecomatla, on y viendra après. Mais aujourd'hui, les gros mastodontes comme Orange et compagnie Ouais. se sont mis à proposer des téléphones reconditionnés Tout à fait. parce que Back Market a lancé cette mouvance Ouais. et a installé ça comme un standard. Et tous les gros ont suivi parce qu'ils ont vu qu'il y avait effectivement un intérêt. En plus de ça, avec les enjeux écologiques actuels, RSE et compagnie. Bah oui. Pour les grands groupes comme Orange, c'est toujours bon d'avoir un petit pamphlet RSE dans la gamme de produits à Ouais. proposer aux clients. Donc voilà, c'est ça qui m'a fait un petit peu le déclic et tout part un petit peu de là. C'est cette fameuse campagne de communication Back Market, je me rappelle comme si c'était hier parce que c'est là où j'ai réfléchi à ce que me disait mon frère et je me suis dit tiens, bon, est-ce qu'on pourrait pas réfléchir finalement à reconditionner ces matelas
Parce que bon, les ventes sur le Bon Coin, c'est bien beau, mais on va en vendre 3-4 tous les mois. C'est pas comme ça qu'on va faire un vrai projet. Ouais, c'est un vrai business avec le Bon Coin, c'est juste pour Voilà. faire un petit business à la petite semaine. Ça ça. marche très bien, c'est très bien pour se faire un petit peu 2-3 sous, mais Exactement. si tu veux dupliquer le modèle, c'est Il faut industrialiser. Exactement. Voilà. Mais attends, ton frère, il est où là? Alors, Parce donc que- du coup... Si on peut en parler, parce que... Bien sûr, on peut en parler. Donc aujourd'hui, mon frère n'est plus avec moi. Au début, D'accord. Ecomatla, c'était une société familiale. Voilà. Donc on arrive en fin 2016, il y a eu pas mal de discussions donc, avec mon frère, il me dit écoute Jérém, ça fait un bon moment qu'on veut faire une société ensemble, Ouais. on veut s'associer, donc rentre en France et on se lance, on essaye de faire quelque chose dans ce sens-là, on essaye de lancer la première gamme de matelas reconditionnés. Et toi, tu avais un peu cette appétence à l'entrepreneuriat ou à l'entreprise? Parce Ouais. que 2016-2017, on recontextualise aussi, c'était la hype de l'entrepreneur. Et là, depuis quelques années, voilà, c'est cool. Mais 2016-2017, quand tu sors des études, tu as bossé pour Dublin, Malaga, Oracle, PayPal, tu te dis, bon, il y a peut-être un schéma de carrière différent quand même. C'est ça. Alors j'avais déjà cette fibre-là parce que pendant mes études, j'avais ouvert une boîte avec un ancien collègue dans les compléments alimentaires. D'accord, ah oui. Donc, qui s'appelle Dinveo, qui existe toujours aujourd'hui, qui fait, je crois, 20 millions de chiffre d'affaires. Ah ouais, Donc, hors taxe ou TTC? hors taxe, ouais, toujours hors taxe. Et qui marche très bien. Alors moi, j'étais sorti il y a plusieurs années, hein, donc j'ai plus du tout de part dans cette société. Mais j'avais lancé ce projet-là avec un pote qui, lui, était un peu un scientifique fou et qui connaissait bien la partie complément alimentaire. Et moi, je m'occupais de la partie marketing. Ouais, parce que les compléments alimentaires, on pense bouffe, quoi, food, Ouais. Mais c'est précis. Hein. C'est très précis. C'est au gramme près, je veux dire. Ah ouais, c'est très précis. c'est- C'est c'est des ingrédients qui sont naturels, qui sont spécifiques. Et donc ouais, j'avais beaucoup adoré, j'avais beaucoup aimé justement cette expérience à l'époque. Ça m'avait vraiment beaucoup plu. J'avais aimé mettre en place une marque, tu vois, et faire en sorte que ça devienne un nom sur la place. Et on avait réussi à faire quelque chose d'assez sympa. Et du coup, j'avais toujours eu cette fibre, effectivement. Je m'étais dit, si un jour j'ai l'occasion de refaire quelque chose, si qui plus est en famille, ça m'intéresserait. Et voilà, est venu ce projet de matelas reconditionné grâce à mon frère. Hein, Comment il s'appelle ton frère? Sébastien. Sébastien. Voilà, c'est lui qui a eu cette première idée finalement et qui a dit, bah écoute, viens en France et on essaie de faire quelque chose. Et donc je me suis lancé, j'ai tout quitté. Donc effectivement, j'avais quand même un confort sympa parce que Malaga, la vie est plutôt plaisante. C'est soleil 24/24 et puis en plus de ça, le coût de la vie est très bas. J'avais un très bon salaire chez Oracle. Donc je vivais bien, mais voilà, on va dire que j'ai posé ce qu'il fallait sur la table et je suis parti. C'est fou ça quand même. Quitté. Ouais, c'est un gros challenge. On te dit que t'étais fou autour de toi ou pas? Ouais, mon père m'a défoncé. mon père qui est très terre à terre, qui est avocat, tu vois, il m'a défoncé. Il m'a dit, écoute, Jérémy, n'importe quoi, les matelas ça marchera jamais. Reste à Oracle, t'es très bien, ou continue dans la tech. T'as des bons salaires, fais pas ça. Bon, moi j'avais senti un petit truc quand même. Tu vois, pour être honnête, j'ai eu un bon feeling avec le projet. Puis en voyant Back Market, en fait, c'est vraiment ça qui m'a donné confiance. Je me suis dit si ça fonctionne autant, c'est qu'aujourd'hui les consommateurs français sont prêts en fait à acheter des produits différemment. Et moi j'avais toujours en plus de ça à côté une appétence pour l'écologie. Tu vois, on va pas dire que je suis un écologiste, tu vois, convaincu. Je le suis, mais je vais pas militer. Activiste. Je suis pas militant. Voilà, je suis pas activiste et militant. Mais au quotidien, je fais attention et effectivement, je suis conscient des enjeux environnementaux qu'on traverse. Tu vois, donc j'ai toujours été pour favoriser ce genre de projet. Donc, en fait, on va dire que toutes les planètes s'alignaient un petit peu. Il y avait un projet entrepreneurial qui venait à moi. Le fait de pouvoir rejoindre la France et surtout Montpellier, qui est mon fief natal, un peu entre guillemets, et de travailler en famille. Entre Agde et Avignon. Ouais, c'est Montpellier, exactement. on est pile poil au milieu. Donc voilà, les planètes s'étant alignées, j'ai tout quitté. Je suis parti sur Agde dans un premier temps, avec mon frère et mon oncle qui s'est associé aussi à nous. Donc vous étiez 3 au départ? Au début, on était 3. C'était vraiment une société familiale. On a créé donc Ecomatla en toute fin 2016. Ça s'est toujours appelé Ecomatla? Parce que moi, je la connais toujours avec ce nom-là, parce que étant Montpellierien, je la connais de ce nom-là. Mais est-ce qu'il y a ça a toujours été le cas? Alors ça, c'est des trucs un peu humoristiques, mais effectivement, au début, on appelait ça Deals Matelas. Ah ouais, d'accord. On est passé par plusieurs étapes, tu vois. Deal, comme un deal, tu vois. Ouais, deal, DEAL. Ouais, DEAL, bon. Deal Matelas. Ah, c'est mieux qu'Ecomatla. Ouais, c'est beaucoup mieux qu'Ecomatla, effectivement. Donc, on est passé par plusieurs noms, mais c'était des trucs qui n'étaient pas terribles. Et puis, finalement, un jour, je suis tombé sur Ecomobilier. C'est que je me suis dit, Ecomatla, c'est génial. En fait. Ça sonne bien.
Et c'est comme ça qu'est né Ecomatelas. Donc tout début 2017, on a créé une SARL avec mon oncle et mon frère. Mon frère et moi, on était majoritaires. Mon oncle a juste pris une participation. Et on a lancé ça. Donc on est surtout passé par une phase de R&D, une grosse phase de R&D pendant à peu près 1 an et demi, où on a testé beaucoup de choses, notamment pour la désinfection des matelas. C'était vraiment ce à quoi moi je voulais répondre le plus vite possible, parce que je savais qu'on aurait cette limite qui allait freiner le développement de la marque si on ne répondait pas à ça le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce que c'était un frein technique. Ouais, bien sûr. À chaque fois qu'on parlait autour de nous de ce projet, les gens nous disaient directement « Mais attendez, un matelas d'occasion, c'est sale. Moi, jamais j'achèterai un matelas d'occasion. » Donc, dans ma tête, c'était quasi certain qu'il fallait qu'on réponde à cette préoccupation. C'est fou, tu vois, parce que je crois que je l'ai dit au début, mais moi, j'ai été client avant de te connaître. Moi, ma première interrogation, c'était le confort. Ok. Alors, naïvement, il y en a certains qui vont peut-être rire, mais j'avais dit à ma femme à l'époque, je lui ai dit, écoute, si on achète un matelas reconditionné, peut-être qu'en fait, il va m'enlever des couches, quoi. Tu vois, des couches de... Bon, personne ne nous voit, on est en audio, là, mais en fait, j'avais l'impression qu'en gros, maintenant, je connais un peu plus le principe, tu vas nous le décrire, mais... j'avais l'impression que tu découpais des couches et qu'en fait, à un moment donné, le matelas, il faisait... restait 3 cm. Voilà, et je me suis dit... Bon, après, quand j'ai creusé le truc, bien évidemment que non. Ouais. Mais moi, c'était ma crainte. Mais bizarrement, alors si ma femme écoute le podcast, elle va me tuer, mais pas l'hygiène. Prime abord, tu vois, bizarrement. Ça dépend des gens, je pense, effectivement. Mais une majorité avait cette crainte quand même pour l'hygiène. Alors, on avait un argument phare à l'époque qu'on donnait tout le temps et qu'on donne un peu moins maintenant parce que c'est moins difficile à convaincre avec le procédé qu'on a mis en place. Mais à l'époque, on disait oui, mais vous dormez dans un hôtel. Quand vous dormez dans un hôtel, vous dormez après des centaines de clients et le matelas n'est pas désinfecté entre chaque passage. Et pour autant, on se préoccupe pas tellement de l'hygiène. Mais alors, tu sais quoi, je dirais qu'il est grave d'actualité cet argument. Bah oui. Tu le dis moins parce qu'effectivement, je pense que parce que bon, on va pas parler de la concurrence, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans le milieu du matelas. Ouais. Et je pense que ça a permis de légitimer et de crédibiliser. Et c'est pour ça que la concurrence n'est pas forcément mauvaise. Après, elle est là et c'est normal. Mais ça permet aussi d'installer un marché. Donc, peut-être que cet argument aujourd'hui, il est moins vrai. Mais il est tout aussi vrai, mais on l'utilise moins parce qu'on a d'autres arguments en fait, qui permettent de réassurer les clients, quoi. Donc voilà, on est passé par plusieurs étapes pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la première gamme de matelas reconditionnés. On a fait pas mal de R&D. On a travaillé en collaboration avec des vrais litiers, pour le coup, des vrais fabricants de literie, avec qui mon oncle avait déjà des partenariats. Donc c'était intéressant d'avoir leur retour. On a travaillé aussi avec des laboratoires microbiologiques et des fabricants de machines. Alors attends, je t'arrête, Jamie. Vas-y. Cette filière-là, ok, ton oncle, parce que je me dis, d'un point de vue, on va dire, terre à terre, ton oncle, il fait ça à Agde. Agde, je connais un peu la ville, je me dis, c'est pas la grosse usine, je veux dire, il fait ça, c'est peut-être le commerce pas de quartier, mais en fait, dans le monde de la literie, et c'est un peu une question, je vais te la poser parce que j'aimerais aussi que tu nous parles aussi comment tu as pu analyser le marché à l'époque. Ok. Parce qu'en fait, tu as eu l'intuition, ok, tu as vu Back Market, tu as vu ton oncle, mais bon... tu sais, les magasins de literie, tu en as autant au marché dans ma ville d'Aigues-Mortes que des gros comme toi maintenant ou comme dans d'autres GSS. Quoi. Je veux dire, comment tu as pu analyser ce marché et comment était ton oncle à l'époque et cette filière, comment elle était organisée ? Ouais. Bah écoute, en fait, ce qui était intéressant justement en 2016 encore à l'époque, c'est que la filière du recyclage de la literie était naissante. En fait, l'éco-organisme français qui s'appelle Ecomobilier, ils ont changé de nom là très récemment, il s'appelle Ecomaison maintenant, a vu le jour en 2013. Ouais, c'est récent quand même. Donc c'est très récent, c'est ce qu'on appelle c'est la REP, la responsabilité élargie des producteurs. Ils ont mis en place la REP, donc du déchet d'équipement et d'ameublement, donc, qui comprend la literie, en 2013. Donc c'est très récent. Avant ça, les matelas étaient tous enfouis sous terre ou incinérés. Il n'y avait pas du tout de solution de recyclage. Ensuite, quand Ecomobilier a vu le jour, ils ont commencé à mettre en place avec Veolia, avec des grands acteurs comme ça, des solutions de recyclage. Mais on parle de recyclage, c'est-à-dire on prend la matière première qui est à l'intérieur du matelas et on va l'utiliser pour d'autres fins. Donc par exemple faire de l'isolant acoustique, de l'isolant thermique, des tatamis de judo, des choses comme ça. Nous on le regarde ça en partie travaux. Voilà. Donc il y avait un réemploi de la matière en recyclage. Mais c'était assez limité encore en 2016. Je crois que c'était à l'époque 20 ou 30% des matelas qui étaient recyclés et le reste était toujours enfoui sous terre. C'est fou ça. Sachant que c'est ça aussi un chiffre qui m'avait fait très peur à l'époque et qui m'avait dit qu'il y avait un vrai marché, c'est qu'il y a 5 millions de matelas qui sont jetés chaque année. 5 millions. C'est ouf ça. Donc c'est quand même énorme. Et sachant qu'un matelas met 100 ans à se biodégrader une fois qu'il est mis sous terre. 100 ans, un siècle. Donc c'est un matelas, en fait c'est un produit, c'est un déchet qui est très encombrant d'une part par son volume, qui est très difficile à se décomposer, à se biodégrader.
très difficile à réutiliser parce que en général c'est une superposition de plusieurs couches, de plusieurs matériaux, donc à recycler c'est quand même un peu une tannée. Et les collectivités avaient de grandes difficultés justement à traiter ce déchet parce qu'elles avaient de moins en moins de place avec l'augmentation des déchets qu'on a. Et donc il fallait trouver des solutions. Donc ça c'était un premier élément qui m'a mis en confiance. C'est que Tu as fait un constat quand j'avais même fait un constat macro. assez alarmant. Ouais. 5 millions de matelas jetés chaque année, seulement 30% qui étaient recyclés à l'époque, le reste était enfoui sous terre et ça défonçait nos sols. Putain, c'est fou. Ça. Donc je me suis dit, bon, déjà, on peut avoir, en reconditionnant les matelas, on peut avoir un impact assez fort, tu vois, sur l'environnement. Ouais. Au-delà de ça, le marché de la literie, c'est un marché qui est assez opaque, qui est assez concurrentiel, hein, c'est clair. Il y a énormément de marques de literie aujourd'hui, de magasins de literie. Il y en a, comme tu disais, il y en a quand même assez régulièrement dans les villes. Mais le constat qu'on avait fait aussi à l'époque, c'est que pour t'acheter un bon matelas, il fallait dégainer 500, 600, 700 euros. Ouais. N'importe où tu vas. À part chez Ikea peut-être. Et encore, même chez Ikea, si tu prends le moyen de gamme ou le haut de gamme, c'est 400, 500 euros, tu vois. D'accord. Et on s'était rendu compte avec mon frère, hein, c'était un peu lui qui avait fait ce constat-là, c'est que sur le Bon Coin, il y avait une forte demande pour des matelas à bas prix. Parce que les gens ont de moins en moins d'argent, les gens ont des problèmes de pouvoir d'achat. Et donc, acheter une literie à 400 euros, c'est pas accessible à tous. Donc, on s'était rendu compte qu'il y avait des gens, quand on discutait avec des clients sur le Bon Coin, il y avait des gens qui avaient gardé leur matelas pendant 30 ans, alors qu'on est censé les renouveler tous les 10 ans, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller s'acheter une literie dans un magasin de neuf. Putain, ça me fait penser à une anecdote que j'avais acheté, alors avant que vous montiez, un Epeda. Ouais, Pédard. Epeda, c'est une Ouais, c'est marque. matelas ressort. Ouais, C'est une bonne marque, ça? ouais c'est le matelas français, ça fait partie du groupe Cofel. Ouais. Bon, voilà. Et le truc, c'est que j'avais acheté ce matelas-là, et là, tu viens de me faire souvenir que je l'avais acheté via une connaissance qui installait dans les hôtels ce type de matelas. Ouais. Et il m'a dit, il est flambant neuf. Et je dis, attends, je vais pas acheter un matelas. Et là, tu vois, tu me fais rappeler cette anecdote qu'en fait, ouais, déjà, putain, j'aurais pu lancer ton business, Jérémy. T'as raté le coche. Non, mais c'est ce que dommage. je veux dire, c'est qu'en fait, putain, c'est fou. En fait, et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que moi, quand je voyais des matelas, je me suis toujours, j'ai toujours eu en fait un grand écart dans l'image du marché du matelas. Ouais. Le marché du matelas que je vois dans le commerce, c'est-à-dire dans les marchés Ouais. de village, et les grandes surfaces. Tu vois, c'est vraiment ces deux images que j'avais. Et toi, en fait, avec ton oncle, tu t'es dit, ou peut-être pas avec ton oncle, mais en tout cas, ouais, peut-être au début, il faut trouver une certaine innovation. Oui. Et c'est là un peu, pour reprendre le fil. Ouais, il y avait une innovation à la fois au niveau du produit, de la conception du produit pour que ce soit plus écologique, Ouais. et une innovation surtout sociale en fait, pour que la literie soit enfin accessible à tous. C'est un peu la devise d'Ecomat là. Ouais. Rendre la literie accessible à tous. Parce que voilà, dormir, c'est un truc hyper important. Je crois qu'on parle de 30%, non? 30% de notre vie Ouais, à c'est- dormir, d'accord. exactement. Ça, c'est fou, ça. Et donc du coup, si tu dors mal, on le sait, aujourd'hui le sommeil, on a les connaissances, le Ouais. sommeil c'est hyper important pour la santé. Donc tu dors mal, tu as des problèmes de santé. Donc les gens qui ne peuvent pas se payer une bonne literie vont forcément avoir un sommeil impacté. Et ça, c'est pas possible. Mais je veux revenir sur, parce que je t'avais coupé, on a dévié, mais c'est quand tu t'es lancé avec ton frère et ton oncle, tu avais étudié la filière d'un point de vue innovant sur l'hygiène. Parce que c'est un peu ça. Ouais, on a fait de la R&D effectivement sur la partie hygiène pour être certain de pouvoir répondre à cette problématique-là. Et je savais que c'était vraiment la seule barrière qu'on avait. En fait, on avait de la demande sur les produits et sur la tarification qu'on proposait. Je savais qu'on était capable d'avoir de la matière première, via mon oncle notamment. La seule barrière qu'on avait à ce moment-là, c'était la barrière de l'hygiène pour être certain d'avoir le maximum de clients et réassurer le maximum de clients. Comment tu as résolu cette... Donc on a fait plusieurs essais, on a utilisé différentes technologies, on est passé par de la congélation. On s'était dit, tiens, la congélation, ça va permettre de tuer les bactéries avec le froid. Finalement, c'était pas génial parce que ça laissait un peu d'humidité sur le matelas après que le matelas soit décongelé. On a utilisé aussi des techniques de micro-ondes industrielles. Donc comme un micro-ondes que tu as chez toi, mais à taille industrielle. Tu vois, un truc énorme dans lequel tu vas mettre plusieurs matelas. Alors ça marchait bien. Le problème, c'est que les matelas chauffaient un peu trop. Parfois, ils s'asséchaient. La matière s'asséchait un peu à l'intérieur. Et surtout, ça coûtait très cher. C'était des trucs à plusieurs millions d'euros d'investissement. Donc, pour s'installer, c'était un peu... Et du coup, tu as testé où avant d'investir? Avec des fabricants. Avec des fabricants? Ouais, directement. On leur envoyait en fait des échantillons de matelas. On leur demandait de faire des tests. On faisait des... Ils te les faisaient payer, ça?
qui me faisait payer les tests la plupart du temps. Bon, Effectivement, bon, c'était pas énorme, hein, c'était Ouais. quelques milliers d'euros, c'était 1000, 2000 euros, quoi. Ouais. Et on faisait des tests microbiologiques à chaque fois, avant, après, avec des prélèvements du matelas pour savoir si le matelas était bien désinfecté derrière, en D'accord. surface et à cœur. Personne n'a pensé à faire ça avant toi? Non. Ça, Non. On est les premiers, effectivement, à avoir travaillé ce sujet de désinfection d'un matelas utilisé. c'est fou ça. Voilà. Donc on a fait ça. Ensuite, on est passé par tout ce qui est infrarouge. L'infrarouge, ça marchait bien, mais c'était qu'en surface. Donc on avait toujours ce problème de désinfection à cœur. On avait aussi essayé la vapeur, avec les nettoyeurs vapeur. Bon, comme certains le font d'ailleurs chez eux d'ores et déjà. Ça marchait plutôt pas mal, mais la désinfection n'était pas hyper homogène. Et surtout, ça rentrait pas en profondeur dans le matelas. D'accord. Et on s'est arrêté sur ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire en fait un combiné de plusieurs technologies qui sont la chaleur à très haute température, on désinfecte le matelas entre 80 et 120 degrés, l'UV pour la désinfection de surface, on a aussi de la projection d'air à très haut débit pour décrocher en fait tout ce qui est poussière acarien, et de l'aspiration à très haut débit pour aspirer tous les résidus donc justement d'acarien et poussière. D'accord. Alors je fais un parallèle avec les travaux. Alors, aujourd'hui, je pense que tu es familier ou pas, mais avec le DPE, c'est les Ouais. classes énergétiques. Ouais. Nous, on est capable de passer de G à A avec un X montant de travaux et de baisser, on va dire, les émissions carbone avec tel type de matériaux. Toi, comment l'unité de mesure Ouais. entre un matelas non hygiénique et hygiénique qui t'a permis de le mettre en avant auprès de tes clients? C'est Ouais. quoi l'unité de mesure? Alors on parle en termes de log, c'est un terme, Voilà, un alors terme on va perdre technique. les gens là. Ouais, LOG, pour simplifier, en fait, il y a donc une unité de mesure qui va mesurer l'abattement des bactéries sur le matelas. Plus le log est élevé, plus l'abattement est élevé. C'est-à-dire que si au début j'avais 1 milliard de bactéries et qu'à la fin je me retrouve avec moins de 10 000, Mhm. mon abattement a été de X Ouais. et a été de telle efficacité. Dans le milieu hospitalier, ils ont une norme qui dit que chaque matelas, après chaque passage, le log nécessaire et minimum est de 2, log 2. Log 2, ça équivaut à une désinfection de 99,9%. Ouais. Et tu vois, ma prochaine question, elle était commerciale. Voilà. C'est comment tu as pu convertir ça, cet infâme log Ouais. en milliard, En pourcentage. mais surtout en discours audible Ouais, en argumentaire, ouais, bien sûr. pour l'ensemble des gens. Parce Voilà. que moi, tu m'as perdu. Par contre, si tu me dis, ouais, c'est norme hospitalière, C'est ça. bah, je vais te dire, Voilà. j'ai tout compris. Voilà. Ouais. On a vraiment voulu se caler à la norme hospitalière en fait, pour être au plus haut des niveaux standards de désinfection. Donc on est aujourd'hui sur une désinfection de log 2, donc c'est-à-dire de 99,9% après traitement. Donc tous nos matelas sont aussi hygiéniques que des matelas dans les hôpitaux ou des matelas neufs finalement, parce que d'ailleurs c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a aussi testé des matelas neufs au niveau de la désinfection, Ah au ouais. niveau de la quantité de bactéries qu'il y avait dans les matelas neufs. Et figure-toi que sur 20 matelas qu'on avait testés à l'époque, il y en avait 5 qui étaient revenus avec des bactéries potentiellement pathogènes et qui étaient finalement plus sales que nos matelas à nous après traitement. C'est fou ça. Mais comment c'est possible? Bah, je pense que c'est dans la manipulation. Ouais. Les opérateurs, quand ils habillent le matelas, il suffit qu'ils soient allés aux toilettes juste avant, Eh ouais. qu'ils se lavent pas les mains et qu'ils habillent le matelas, tu vois, ils touchent tout et bah, ils laissent potentiellement quelques bactéries. Les plastiques qui sont mis par-dessus sont pas forcément toujours bien stockés. Tu vois, il y a pas mal de critères qui rentrent en compte et qui font que le matelas peut être contaminé à certains moments. Donc finalement, les gens, sans le savoir, parfois peuvent être en contact avec des bactéries sur un matelas neuf et un matelas reconditionné sera Et en du fin coup, de compte je plus fais un propre. petit bond. Est-ce que le Covid a accéléré votre argumentaire ou votre business? Je dirais pas que ça l'a accéléré. Je dirais que on a dû le renforcer. Parce Ouais. qu'il y a eu un moment donné où, tu sais, certaines personnes pensaient que le Covid pouvait Ouais. être porté Tout à fait. d'une surface à l'autre. Aujourd'hui, on sait que c'est pas le cas. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, les gens pensaient effectivement que prendre un matelas reconditionné, ça pouvait être dangereux par rapport au Covid. Donc, il y a eu un petit laps de temps en mars 2020 sur le premier confinement, je dirais jusqu'à novembre 2020, Ouais. où on a eu une petite baisse d'activité, les gens se posaient des questions, etc. Tu vois, Fallait rééduquer quoi. fallait rééduquer, on avait utilisé des études scientifiques qui montraient Ouais. que sur la surface textile, le Covid ne résistait pas, des choses comme ça. Bon, voilà. Mais finalement, c'est passé et maintenant, Bon. ça va très bien. Et Bon. de toute façon, l'argumentaire qu'on a aujourd'hui qui permet de désinfecter 99,9% du matelas, peu importe la bactérie, hein, Ouais. même le Covid, ça suffit, quoi.
D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on est né, qu'on a fait naître ce premier fameux matelas reconditionné. Donc évidemment, la désinfection, c'est pas tout le concept. Non. Il y a plein d'à côté qu'on viendra peut-être après évoquer, mais Bah, c'est- déroule, hein, voilà. Jérémy. Bah, Déroule. c'était vraiment le principal. Et après, il a fallu étudier comment d'un ancien matelas, on va en faire un nouveau. Parce que c'est bien beau de le désinfecter, mais si le matelas il est complètement affaissé, complètement usé, finalement, il sera pas confortable. Donc il a fallu trouver des techniques pour redonner finalement son gonflant, si je peux dire ça, si je peux dire ça ainsi, au matelas d'origine. Et ça, pour ça, on a conçu aussi plusieurs machines. Là, pour le coup, il n'y a pas de véritable innovation. On a réutilisé des machines qui étaient déjà existantes dans la fabrication de literie. On les a simplement adaptées à notre activité à nous. Donc, on a une machine horizontale qui va permettre de recouper le matelas. En fait, on a cette machine qui va venir calculer l'affaissement du matelas. Donc, on a en fait un espèce de rayon qui va calculer le degré d'affaissement du matelas. Et en fonction du degré d'affaissement, la machine va venir retailler en surface le matelas pour enlever les quelques centimètres en superficie, juste ce qu'il faut pour garder le noyau qui va être encore intact. J'aime bien cette image, je la donne souvent, c'est comme un peu un fruit. Parfois, tu vas dans un supermarché, tu as une pomme ou quelque chose qui va être un peu abîmé en surface. Quand tu arrives chez toi et que tu coupes ça avec ton couteau, derrière, tu as quelque chose de comestible. Tout à fait. Le matelas, c'est pareil. En fait, on croit qu'un matelas, il va être usé jusqu'à l'os et qu'il est plus exploitable. Et en fait, c'est pas le cas. Ça a été mon cas, moi, il y a quelques années. Voilà. Et en fait, c'est pas le cas. Un matelas, il va être. Alors, ça dépend évidemment de l'usage, ça dépend des années d'utilisation, etc. Mais dans la majorité des cas, le matelas, il va être en fait un peu affaissé, je dirais entre 5 et 10 cm en moyenne. Donc, un matelas qui faisait 20, tu vas pouvoir quand même garder encore 10 cm de matière à l'intérieur, qui va être complètement intact. On a des vidéos, là, si les auditeurs veulent aller voir après sur le site, on a des vidéos qui montrent un petit peu justement le avant-après des coupes. Il est incroyable, tu vois. Effectivement, avant, tu as l'impression que le matelas il est un peu cracra. Tu enlèves cette première couche, dessous, tu as quelque chose qui est totalement nickel. Et du coup, tu complètes après. Et voilà, après, l'idée, effectivement, c'est de faire un assemblage. Donc, on coupe ces matelas, on a donc des noyaux. Et ces noyaux, en gros, de 2 anciens matelas, on va en faire un nouveau. D'accord, ok. 2 pour en faire un. Ouais, d'accord, c'est un peu ça la règle chez nous. Okay. Et donc on fait un assemblage des différentes matières. Donc là pareil, on réinvente pas la literie. On fait ce qui existe déjà dans le marché de la literie et qui fonctionne bien. Donc par exemple le latex avec la mousse, la mémoire de forme avec la mousse, la mémoire de forme avec le ressort. On réinvente rien, on fait des associations qui fonctionnent et qui offrent en fait aux utilisateurs finaux un confort égal à un matelas neuf. L'idée c'est vraiment ça. Donc, on fait nos assemblages, on recolle, c'est important, avec de la colle sans COV, qui est une colle naturelle à base aqueuse, donc à base d'eau. Il n'y a pas de produits chimiques, à la fois pour nos opérateurs, c'est plus sain, et pour les utilisateurs finaux aussi. Ça, c'est une norme maintenant, de toute façon, dans la literie, donc tous les fabricants le font, mais ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Une fois qu'on a fait cet assemblage, les matelas passent dans le tunnel de désinfection, le fameux tunnel dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc avec l'UV, la chaleur, l'aspiration et la projection d'air, qui va permettre de tuer toutes les bactéries. On n'a pas parlé des punaises de lit. On n'en parle pas tout le temps parce que c'est un sujet un peu tabou. Parce que la punaise de lit, c'est un sujet un peu... Je peux te faire une parenthèse. Ouais. Dans l'un de mes investissements, j'ai été soumis aux punaises de lit. Voilà. Bon, donc tu sais que c'est une galère. Un calvaire. Ouais, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Ouais. Je connaissais, mais j'étais prêt à payer des milliers d'euros et oui, pour t'en débarrasser. Pour m'en débarrasser. Bien Au sûr. Final, mon prix psychologique était beaucoup moindre que ce que je m'attendais, ouais. Mais j'aurais été prêt à dépenser. Parce qu'en fait, c'est vraiment des punaises. C'est vraiment, j'ai pas envie d'être familier sur le podcast, mais ouais. c'est vraiment une merde, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et nous, on a aussi voulu, si tu veux, travailler là-dessus pour être certain de proposer des matelas qui soient dépourvus de punaises de lit, parce qu'on savait que si on avait un ou deux problèmes là-dessus, c'était fini pour l'éco-matelas. Parce qu'en fait, il suffit qu'un client laisse un avis négatif, tu vois, sur le site, en disant bah voilà, j'ai eu des punaises de lit avec éco-matelas, c'est mort pour nous, quoi. Et donc là, le procédé permet aussi de désinfecter à 100% les punaises de lit, de les tuer, de les aspirer, de les retirer du matelas. On n'en a jamais eu. Je touche du bois. Ouais. En fait, on a une spécificité, nous, c'est qu'on récupère nos matelas auprès des hôtels, auprès des campings, auprès des fabricants de literie et auprès des éco-organismes. On travaille très peu avec les particuliers. Donc déjà, ça limite beaucoup les risques, d'une part. D'autre part, il faut savoir, alors en fait, c'est assez marrant, il y a quand même beaucoup d'anecdotes là-dessus, mais on a formé nos salariés sur les punaises de lit. Moi, ça me choque pas. On leur a fait faire des formations sur la punaise de lit pour savoir reconnaître les punaises de lit et savoir comment les punaises de lit se comportent. Et il faut savoir que les punaises de lit, elles sont liées à l'homme. Si
il y a un matelas, mais qu'il n'y a pas d'homme qui dorme dessus, la Ouais. punaise de lit s'en va. D'accord? La punaise de lit ne survit que s'il y a un homme à proximité à piquer. Pourquoi? Parce Ah qu'elle oui, te suce le sang en permanence. d'accord. Ah ok, trivialement, ouais. Donc, et alors, la punaise de lit s'en va à partir de 3 semaines sans contact avec l'homme. D'accord? Elle quitte le matelas en Oh lui-même. putain, Ok? si j'avais su ça. Donc tu vois, Mais comment elle part? elle part et elle va chercher d'autres Ouais, foyers, donc, quoi. ouais, mais moi c'était, je raconte mon histoire. Moi c'était dans un appartement de colocation où j'avais donc 3 chambres. Une chambre était infectée. Ah oui, donc elle aurait pu aller dans les Eh, autres. eh ouais, et Ouais. puis surtout c'est qu'il en a trouvé dans les plaintes, il en a trouvé dans Ah oui, les après, par contre, ça se habits. met partout. Hein. À un Ah moment ouais, donné, c'est un enfer. Je c'est veux ça. dire, comment dire, ouais, c'est une plaie quoi. Ça se met partout. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais nous, la chance qu'on a, du coup, c'est que les matelas, quand on les reçoit, en fait, ils sont passés déjà par plusieurs étapes avec nos fournisseurs avant d'arriver chez nous. Et en général, c'est justement 2-3 semaines avant que ça arrive chez nous. Donc déjà, ça, encore une fois, ça va limiter le risque parce que la Ouais. plupart des punaises de lit sont parties. Et le troisième layer qui vient limiter le risque, c'est que nous, les matelas, on les reçoit déjà sans la housse d'origine, sans le coutil, on appelle ça techniquement. D'accord. Et en fait, la plupart des punaises de lit, elles se logent dans les petites boursouflures Ouais, du coutil et de la housse. Dans la d'accord. majorité des cas. Parce qu'en fait, à l'intérieur, il n'y a rien pour elles. C'est de la mousse, donc elles ne peuvent pas se loger. C'est plat, quoi. C'est une surface plane. Donc le fait qu'on reçoive les matelas, nous déjà préparés, déjà avec les tissus enlevés, pareil, ça vient limiter le risque. Donc on a un risque qui est quasiment proche de zéro, mais comme le risque zéro n'existe pas, on a voulu se prémunir de ça. Et on a travaillé avec une association européenne qui s'appelle l'INELP. C'est l'Institut national et européen pour la lutte contre la punaise de lit. Ah, c'est fou ça. Il y a des chercheurs qui travaillent tous les jours sur ce sujet-là et qui nous ont aidés sur ce projet donc, de machine et qui nous ont fourni en fait des études scientifiques pour nous dire à quel degré on devait souffler l'air pour décrocher les punaises de lit, à quelle température on devait avoir notre machine pour les tuer et à quel degré on devait aspirer les matelas pour être certain de les décrocher. Ça, c'est fou. Et donc la machine avait vraiment été conçue aussi pour ça, à la fois pour les bactéries, mais aussi les punaises de lit. Donc ça, c'est quand même un sujet important pour nous, parce qu'on vient... Parce que du coup, tu es quand même assez transparent sur le procédé. Ouais. Mais quand même, dans mes recherches, j'ai vu que quand même, tu avais c'était innovation brevetée. Ouais, la machine est brevetée, tout à fait. Donc, tu es le seul au monde à le faire. Cette machine-là, il n'y a que moi qui l'ai, effectivement. D'accord. Mais il y en a dans le marché global qui parlent quand même de matelas reconditionnés. Oui, il y en a qui parlent de matelas reconditionnés, mais ils utilisent des nettoyeurs vapeur. Très D'accord. simplement. Et c'est ça l'unicité d'Ecomatelas aujourd'hui, et le savoir-faire qu'on a, en fait, Parce que le concept est unique en France. d'Ecomatelas, c'est ça. Le concept d'Ecomatelas, la vraie force qu'on a, c'est ce procédé. C'est ce qui nous donne un temps d'avance sur tous nos concurrents. C'est ce qui fait l'unicité de notre proposition et c'est surtout ce qui fait que aujourd'hui, on a une proposition de valeur qui est très intéressante pour les clients parce qu'on est certain de proposer des matelas qui soient sains à nos clients. Grâce à ce procédé qui est breveté, qui a aussi été vérifié par Bureau Veritas. D'accord, ouais. Un bureau de contrôle, pour Voilà, ceux qui c'est un connaissent. bureau pas. de contrôle Ouais. parce qu'effectivement, on peut dire oui, c'est breveté, ça marche, Ouais. mais en plus de ça, on l'a fait vérifier. Voilà, pour être certain d'avoir en fait un organisme externe qui vient mettre le tampon et qui dise oui, ça fonctionne. Ouais. Euh, Alors, je précise, bureau de contrôle, ils sont payés par le client. Oui. Faut le dire. Sauf qu'en fait, ils sont pas jugés partis. c'est ça. Bon, ça dépend des missions. Parce que dans le milieu de la construction, c'est différent. Mais du coup, dans beaucoup de milieux, ils sont pas jugés partis. Et c'est ce qui fait ce qui fait foi. Ouais, Exactement. Voilà, donc je tenais à le préciser pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. D'accord. Parce qu'en fait, ce procédé, nationalement, zéro sujet, tu n'as pas de concurrent. Non. Et internationalement, Il y a un procédé, en fait, c'est un peu sur celui-ci qu'on s'est appuyé. Il y a un procédé de camion qui parcourt en fait les villes au Canada et qui va chez les particuliers pour désinfecter leurs matelas. Et en fait, eux, ils utilisent de l'UV uniquement. Donc c'est un tunnel dans lequel tu fais passer ton matelas et qui est désinfecté avec de l'UV. Et c'est dans un camion, tu vois, un gros semi, dans lequel ils ont installé la machine et ils vont chez les particuliers pour faire ça. Bon, c'est un concept du coup qui est assez différent, hein. Mais c'est ce qui nous avait aussi mis un peu la puce à l'oreille en nous disant tiens, l'UV, ça peut être une bonne idée. Étudions ça. Et et t'es pas effectivement, copié. aujourd'hui, on n'est pas copié. De toute façon, si tu veux, on se rend compte que finalement, les gens se satisfont un petit peu du discours commercial. C'est un peu dommage. Et c'est sur ce sur quoi on essaye d'éduquer aussi les consommateurs qui choisissent des matelas reconditionnés aujourd'hui avec nos concurrents ou chez nous. C'est de bien vérifier effectivement la manière dont les matelas sont désinfectés parce que les concurrents aujourd'hui ils disent désinfecté. Mais ils Ouais. n'expliquent pas comment, Eh oui. ils ne montrent pas de vidéo, il n'y a rien. Ils disent c'est désinfecté et vérifié. Ouais, d'accord, mais comment? Donc il n'y a aucune preuve
du concept. Nous, on a des vidéos, il y a les journalistes, on a ouvert les portes aux journalistes, ils sont venus filmer le concept. Donc, tu vois, on est hyper transparent, effectivement. Parce que tu vois, ça me rappelle un truc concernant Ecomatla, et tu vas me le préciser parce que, à mon avis, j'ai pas toute l'histoire. C'est que j'avais vu, je crois que, parce qu'il y a un sujet sur lequel je voulais parler avec toi, c'est comment vous faites connaître, et vous êtes quand même une parution presse assez quand même dingue pour une boîte montpelliéraine, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, de mémoire, parce que vous aviez eu un revers où vous aviez fait un communiqué ou un surcommuniqué en disant, suite à un passage, je crois, sur M6 ou une grande chaîne, ça m'avait marqué parce que c'était arrivé sur mon fil je pense qu'à l'époque j'avais fait un post LinkedIn à un moment donné, je pense que j'ai dû faire des recherches ou en tout cas vouloir acheter un matelas et le fil a poussé une intervention. Alors, je sais plus si c'est toi, autant pour c'était moi. C'était moi qui avais fait en gros, tu avais allumé. J'avais allumé le journaliste, effectivement. Après, on n'est pas obligé d'en parler, Jérémy, mais c'est juste. Non, il n'y avait pas du tout de tabou là-dessus. Effectivement, c'était un sujet un peu déceptif parce que le journaliste n'avait pas fait son boulot, en fait. C'est-à-dire qu'il est allé interroger une société dans le Nord qui était installée depuis 1 an sur du reconditionnement, qui d'ailleurs n'existe plus aujourd'hui, qui a déposé le bilan parce qu'ils travaillaient n'importe comment et qu'ils n'avaient pas un vrai concept derrière. Et en fait, ils les ont présentés comme les précurseurs du matelas reconditionné. Alors qu'on existait, nous, déjà depuis 4 ans, qu'on était déjà au niveau national. On livrait nos matelas partout en France à ce moment-là. Donc le journaliste a vraiment pas fait le taf. Tu vois, il aurait tapé tout simplement sur Google matelas reconditionné. On est premier aujourd'hui au niveau national. Donc il tombait forcément sur nous. C'est juste qu'il a trouvé cette société quelque part. Et il a décidé de faire un sujet sur eux. Mais je trouvais ça un peu dommage que le journaliste... Paris-Lille, c'est mieux que Paris-Montpellier. Ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est sûrement ça, je sais pas. Mais... Ouais, non, je blague. Tu vois, mais bon, voilà. Donc, assez déceptif. Mais surtout que c'était capital. Ouais, d'accord. Tu vois, un Capital un dimanche soir, j'étais vers de rage. Parce que je me suis dit, si on était passé sur Capital, pour nous, c'était bingo, quoi. Mais tu casses ta télé, là. Ah bah là, ouais. je te jure que j'étais pas bien. J'avais ma femme à côté, elle m'a dit, mais calme-toi. C'est normal, quoi. J'étais pas bien. Et surtout c'était des charlatans. Bah ouais. C'est ça le pire. C'était des charlatans. Ils ont mis en avant des charlatans. Mais il y a eu un correctif ou pas ? Jamais. Non, le journaliste n'a jamais répondu. Alors depuis, on est passé sur d'autres télés, tu vois. Donc on va dire que ça a un petit peu remis les choses dans l'ordre. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Après, ça, c'est le business. Hein. C'est les aléas. C'est les aléas du business. Ouais. Et donc, du coup, comment un petit peu, si on rentre vraiment dans le business, parce qu'on a parlé un peu du concept. Donc, je pense qu'on a bien compris la grosse valeur ajoutée d'Ecomatelas. Et même moi qui vous connaissais, mal, du coup. Donc, je pense que là, il y a eu beaucoup de précision. D'accord. Et moi, j'aimerais quand même que... Donc, j'ai compris qu'il y avait, sur l'innovation, il n'y avait pas vraiment trop de sujets. Mais je suis en train de lire ma question, mais en gros, j'ai l'impression qu'elle n'a pas de sens. Mais comment vous faites connaître ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez une innovation un peu brevetée, vous êtes les seuls, il faut quand même montrer qu'on est là. Coucou, bien sûr, tu vois, donc, tout à fait. Comme beaucoup de sociétés, on est parti de rien. De toute façon, on a commencé d'abord, tu sais, au tout début, on vendait nos matelas sur Le Bon Coin. On continuait comme ça. D'accord. Alors, c'était plus des matelas d'occasion, c'était des matelas reconditionnés, mais on les vendait sur Le Bon Coin. On faisait pas mal de bouche à oreille, c'est-à-dire que les gens de Le Bon Coin qui venaient finalement commençaient à en parler autour d'eux, et puis en plus, Le Bon Coin, à l'époque, il n'y avait pas la marketplace qu'il y a aujourd'hui. Hein. Ouais, parce qu'aujourd'hui, ils sont, Le Bon Coin, ils sont un peu professionnalisés, professionnalisés, industrialisés, le côté paiement. Mais à l'époque, c'était les petites annonces. Donc, mon frère et moi, on mettait des annonces tous les jours. Tous les jours, on mettait des annonces, on les renouvelait. C'était une galère. Hein. C'était une galère. Non, c'était catastrophique. Donc au début, je pense pendant la première année, on a fait que ça. Après, on a eu quelques petits articles de journaux locaux. Tu vois, on a fait le Midi Libre, des choses comme ça. Donc en fait, ça a commencé un petit peu à parler de nous. Donc les gens sont venus. Il y a eu pas mal de bouche à oreille qui s'est mis en place. Parce que mine de rien, en fait, c'est ça. Bon, ça, j'en suis assez fier. C'est que nos matelas, ils sont sains, certes, mais ils sont surtout confortables. Donc les gens dorment bien dessus. Je confirme. Tu vois, voilà, donc du coup, les gens après ils en parlent autour d'eux parce que c'est le bon plan. Le truc, c'est écologique, c'est pas cher et c'est confortable. Donc tu sais qu'au début, moi, je pensais que c'était une arnaque. Ouais, je sais, il y a beaucoup de gens qui nous disaient ça au début. J'ai vu ça, je dis mais c'est pas possible. Ils cochent toutes les cases. C'est ça. Tu sais, quand les trucs que tu vois sur trop beau pour être vrai. Aujourd'hui, moi je compare ça à Shein, mais bon bref, c'est un autre sujet. Mais le truc, c'est que je me dis c'est pas possible. À l'époque, je me souviens me m'être posé, mais après bon, la barrière est vite passée quand même. Je te l'avoue, j'ai passé l'acte, j'ai payé. Oui, voilà. J'ai appuyé sur le PayPal à l'époque. Au moins PayPal t'était sécurisé s'il y avait un problème. Mais oui, on avait des gens qui venaient à l'époque. Alors c'était quand on a commencé, donc on était à Bayargues, on était dans un tout petit local. Qui faisait office de dépôt-vente, c'était comme un garage en fait. Et les gens venaient, ils savaient pas où ils atterrissaient, tu vois, ils se disaient mais qu'est-ce que c'est ce truc-là
Et en fait, il nous disait, mais en fait, je suis venu, mais je pensais que c'était une arnaque. Parce que c'est vraiment pas cher par rapport à de la literie traditionnelle. Clairement. Et je pensais que c'était une arnaque, c'était trop beau pour être vrai. Et puis finalement, bon, bah voilà, quand ils découvrent le concept, après ils se disent, bah, c'est vraiment, c'est beau. Donc on a commencé comme ça. Après, on a fait donc beaucoup de RP. C'est vrai que les relations presse ont bien marché pour nous. Donc on a fait, on a travaillé avec une agence qui était sur Toulouse et qui nous a permis d'avoir beaucoup d'articles de journaux. Tu peux la nommer si tu veux. Si tu veux pas, tu peux pas. Mais moi, Ouais, c'est Efficycle. Il D'accord. s'appelle J'aime bien qu'on cite quand on est content de. Même bon, on Ouais. est content, on peut le dire, hein, mais, Ouais. mais voilà, quand on est content de quelqu'un, Bien sûr. Ouais, il s'appelle Efficycle. Ok. Donc c'est vrai que eux, ils étaient assez orientés justement au développement durable. D'accord. Et ils avaient beaucoup de connexions à des journalistes, tout ça. Donc on est passé voilà, dans le Midi Libre, on est passé dans 20 minutes, on est passé dans quelques journaux assez renommés. Et surtout, ce qui a fait, je pense, pour nous, le bond en avant, c'est le déménagement ici à Saint-Onès, là où tu es présent actuellement. Ok. Parce que on a déménagé donc, dans un gros hangar qui nous a permis d'avoir un vrai centre de production de nos matelas, collé à un magasin, une vraie boutique. Un showroom. On a enfin ouvert un vrai showroom, Ouais. tu vois, pour présenter nos matelas, pour avoir un bel endroit où les gens se sentent bien. Ouais, mais attends. C'est bien. T'as mis un gros dépôt, t'as mis un showroom, mais. Ouais. Comment les gens sont venus? Bah ouais, t'es à Montpellier, Alors, hein, Jérémy. Ouais, Je tout veux à fait. dire, Mais alors déjà, ce qui a fait la différence, c'est que les gens passent devant. Parce que là-bas, à Bayard, on était cachés tu marques un point. au C'est fin clair. fond d'une zone Après, industrielle. bon, les gens voient pas, mais il y a quand même le trafic, un gros Leroy Merlin Voilà, du il y a un coin. gros Leroy Merlin, il y a le Leclerc. Il y a le C'est Leclerc. 1 million de personnes qui passent chaque Voilà, année ici voilà. quand même. Donc Il a fait les stats. Voilà, c'est pas rien. Ah, on a fait une étude de marché pour s'installer ici. C'est tout de normal, même. bien sûr. Et bon, ça nous a beaucoup aidé. Et le fait d'avoir une boutique, ça nous a aussi permis de nous légitimer. Ouais. Voilà, les gens se sont dit, ah ouais, bon, c'est un magasin de literie en fait. Ouais. Donc, tu vois, il y avait beaucoup plus de réassurance. Les gens venaient plus facilement. Après, moi, je suis assez bon sur la partie SEO. D'accord. Voilà, j'étais un peu formé sur cette partie-là, donc j'ai fait beaucoup de SEO. Donc le SEO, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est du référencement naturel sur Google. Nous, on doit progresser là-dessus. Voilà. Pour nous donner Ouais, des tips, bah, avec il plaisir. faut qu'on progresse. Et donc ça permet en fait de référencer ta boutique assez facilement. Donc quand les gens tapent matelas pas cher ou matelas Montpellier, bah, tu ressors dans les résultats au niveau géographique et dans les résultats naturels parce que Google estime que ta proposition est pertinente. Donc ça, on a beaucoup travaillé là-dessus. Ça nous a permis d'avoir plus de visibilité sur les recherches Google. Et puis bien sûr, comme tout le monde, on a fait un peu de communication en ligne. Donc on a fait du AdWords, D'accord, Google ok. AdWords et du Facebook Ads. Facebook, ça a marché très très bien pour nous au début. Ouais, à une époque, ouais. C'était Ouais. l'Eldorado. Un peu moins aujourd'hui, mais Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, Facebook Ads, ça marchait très bien. Les gens voyaient en fait nos pubs sur Facebook Mm. et venaient en magasin, nous disaient ah, j'ai vu votre pub, ça me paraissait intéressant. Bah voilà, je viens pour en savoir plus. Donc voilà, petit à petit, on a fait notre petit bout de chemin comme ça avec ces campagnes. On ne mettait pas grand-chose. Au début, on mettait 1000, 2000 euros par mois de communication. Et c'est surtout le bouche à oreille, nous. Vraiment, l'effet boule de neige. On a vraiment bénéficié de ça. Puis le côté e-commerce, non? Alors, l'e-commerce a démarré chez nous en 2021. Ah oui. Donc c'est assez récent. Ah ouais, oui, d'accord. Avant, c'était plus un site vitrine finalement. On faisait très très peu de commandes dessus. On l'a transformé, je crois, en 2020 en e-commerce, mais au début, on était en local, donc en fait, on faisait très très peu de livraison. Pourquoi? Alors, en fait, si tu veux, au début, on avait un problème logistique. Livrer des matelas, c'est pas si facile que ça. Ouais. C'est pas des t-shirts, ça va pas dans un tout petit carton, Ouais. donc il faut trouver des transporteurs qui le fassent. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est assez rare sur le marché. On a finalement trouvé Mazé Transport, qui est juste ici Ouais, tout à à- Saint-Onès, Ouais. qui a accepté de livrer nos matelas Merci, partout Mazé. en France. Ouais, merci Mazé, c'est vrai qu'on peut les remercier mine de rien. Même si ça se passe pas toujours si bien avec eux, voilà, ils nous ont permis de nous Bien développer sûr. au niveau national. Ouais. Et donc en 2021, octobre 2021, en plus plutôt fin d'année, on a lancé le site Ecomatelas au niveau national. Et c'est vrai que ça aussi, ça a été un grand bond en avant pour nous, parce qu'effectivement, on était capable de livrer partout en France, donc on a eu de plus en plus de demandes. Et surtout en janvier 2022, grâce à ça, première télé, on est passé dans le journal du 13h sur France 2. D'accord. Et donc reportage sur nous pendant quasiment 3 minutes. Et là, ça a explosé ou pas? Et là, ça a explosé. Bah, le jour même, on a fait, je crois, 45 000 euros de chiffre d'affaires. Ah ouais. Et après, ça a poursuivi comme ça pendant Parce que quelques niveau jours, chiffres Ecomatelas, si tu veux les diviser, Ouais. alors c'est soit CA ou soit nombre de matelas. Non, bah, aujourd'hui, là, on devrait clôturer cette année à 2 millions de chiffre d'affaires à peu Ouais. près. Et ça représente à peu près 500 matelas vendus par mois. Ok. Voilà. Donc là, on rentre dans notre 7e année l'année prochaine. Donc on commence à se structurer un petit peu. D'accord. On ne fait pas encore des chiffres affolants, mais ça. Mais du coup, c'est quoi l'ambition d'Ecomatelas? Alors l'ambition, donc, c'est d'une part d'ouvrir 5 boutiques d'ici fin 2026. Donc là, il y a déjà une première boutique qui va voir le jour à Fresnes, dans le sud de Paris, D'accord. en mars 2024. Une deuxième à Toulouse
d'ici fin 2024. Et après, il y aura sûrement Lille, Lyon et Bordeaux d'ici fin 2026. Ah donc vous sortez du cocon montpelliérain là. On sort du cocon montpelliérain, effectivement, on va s'exporter un petit peu ailleurs. Bien sûr, gros focus sur le digital pour continuer à développer notre site web, en faire une machine de guerre. On va embaucher d'ailleurs une responsable marketing à partir de janvier 2024 pour développer cette partie-là. Pourquoi pas avant? Vous le budgétisez? Ouais, avant c'était compliqué niveau budget parce que une bonne responsable marketing, c'est un gros ticket, tu vois. Vous l'avez trouvé? Non, pas encore. J'ai un CV à te faire passer. Avec grand plaisir, on va lancer là, à partir de septembre, on lance les recrutements. Ben écoute, bon bref, sujet annexe. Mais tu vois, c'est fou parce que je me dis que le côté digital, est-ce que vous pourriez... Parce que je pense que le magasin physique, comme tu l'as dit, est légitime. Ouais, pour la literie en plus. Voilà. Mais est-ce que, tu vois, il y a des marques, on ne va pas les citer, mais qui ne font que du full digital. Pourquoi vous n'avez pas accéléré? Parce que quand vous avez commencé, il n'y avait pas l'écosystème incubateur, village, tout ça. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes un peu sollicité par ces gens-là, Vici, fonds ou pas du tout? C'est un écosystème que vous n'êtes pas du tout... Ouais, je suis passé assez vite, mais en 2019, on a fait une levée de fonds. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'on a déménagé à Saint-Onès. Ok, ouais. On a fait une petite levée de fonds. Alors, c'était pas énorme. On a fait une levée de fonds principalement bancaire et une levée de fonds avec un fonds parisien à impact qui s'appelle INCO, INCO, qui avait investi, pas grand-chose, 150 000 euros en fait à l'époque chez nous. Bon, ça permet de payer peut-être plusieurs mois de loyer. Ouais, ça nous a permis d'industrialiser en fait le procédé quand on s'est installé ici. Et ils vous suivent toujours, ils sont sortis? Ils sont sortis là tout début d'année, ça c'est une autre info, on s'est fait racheter là en début d'année par une grosse PME qui s'appelle Recyc Matelas Europe, qui est le numéro 1 du recyclage de literie en France. D'accord. Voilà. D'accord. Content ou pas? Ouais, très content, content, ça se passe super bien avec eux, et puis on est très complémentaires parce que eux sont vraiment spécialisés sur recyclage, ils n'avaient pas du tout de ligne reconditionnement, donc ils voulaient se diversifier là-dessus. Ils ont un approvisionnement quasi limité, donc dont ils nous font bénéficier aujourd'hui. Et donc c'est parce que ça répond aussi à ta question juste avant. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas pu accélérer avant ça au niveau digital? C'était l'appro. En fait, on avait des difficultés à avoir. Si tu veux, on avait un problème de riche, c'est qu'on avait plus de demandes que d'appro. C'est fou ça. Voilà. Depuis 2017, on était confronté à ce problème. On avait toujours plus de demandes que d'appro. J'étais en rupture de stock permanente. Tout le temps, j'avais pas assez d'approvisionnement parce que très compliqué de trouver de la qualité déjà, des matelas qui répondent à mon cahier des charges et de trouver des partenaires qui travaillent avec nous dans la durée. Parce que la plupart d'ailleurs, qui étaient des fournisseurs hier, sont devenus des concurrents d'aujourd'hui. Tu vois, les fabricants de literie comme Emma, Teddy Bear, etc., avec qui je travaillais par le passé, sont devenus aujourd'hui des concurrents. Donc c'est comme ça, ils ont vu l'opportunité et eux, ils ont levé et ils s'y sont mis aussi. Beaucoup d'argent, quoi. Pas forcément pour le reconditionner, ils ont levé beaucoup d'argent pour leur partie literie classique. Tout à fait, après le reconditionner, ils s'y sont mis simplement pour éviter des coûts additionnels, quoi. Donc c'était ça. Et donc l'association avec Recyc Matelas Europe, ça nous a surtout libérés à ce niveau-là. Parce que maintenant, on a en fait un tuyau qui est connecté à nous et qui nous envoie de la matière en permanence. Et donc là, aujourd'hui, on est capable vraiment de lâcher les chevaux et d'avoir un plan de développement commercial. Parce qu'en fait, jusqu'ici, ça ne servait à rien qu'on ait un plan de développement puisqu'on n'avait pas la matière de toute façon pour l'assumer. J'ai l'impression que je me place plutôt côté entrepreneur. Là, il y a un second souffle. Ouais, carrément. Parce que, tu vois, moi, ce que j'aimerais... Ce podcast, Les Impactants, il est aussi pour montrer l'entrepreneuriat, c'est pas YouTube. Non. Ça se construit. Une boîte, c'est un actif. Tout à fait. C'est sur le moyen et long terme. Tu as des business SaaS court-termistes, tu lèves... Bon, c'est un autre sujet, ça marche. La fameuse licorne. Voilà, ou peu importe. Mais le truc, c'est qu'un business, ça se construit sur le moyen et long terme. Les belles boîtes qui s'installent, c'est sur le moyen et long terme. Du coup, j'ai l'impression, et tu vois, j'ai l'impression d'être à ta place et de me dire, waouh, le second souffle qui arrive, il est énorme. Ouais, c'est ça. Et j'aimerais que tu peut-être aller, parce que je sais que tu as un rendez-vous, mais ce développement-là, vous êtes à 2 millions aujourd'hui, qu'est-ce que vous visez en termes de chiffre d'affaires? Et donc tu m'as dit 4-5 boutiques ouvertes sur 3 ans. Oui, tout ça. Mais en termes de chiffre, de salariés, qu'est-ce que... Donc là, aujourd'hui, on est 12 salariés. L'année prochaine, donc du coup, avec les 2 magasins qui vont être ouverts, on va passer à peu près à 18 salariés. Et l'objectif, c'est de faire en 2026 à peu près 4,5 millions de chiffre d'affaires. D'accord. Donc de doubler là d'ici les 3 ans qui arrivent. Je pense que c'est une ambition qui est assez réaliste. Voilà, on n'est pas dans le blue sky comme certains entrepreneurs peuvent l'être parfois. Moi, j'ai toujours été justement dans cette culture de la prudence et comme tu le dis, d'installer une boîte dans la durée,
mais step by step, tu vois, et de pas cramer du cash pour rien Est-ce- et de qu'est- faire les choses Question convenablement. bête, tu dis oui ou non, mais vous êtes rentable. On est rentable depuis la première année. Ouais, voilà. Donc le truc, c'est que c'est qu'en fait, le monde des VC a changé depuis 3-4 mois. Bon, avec nous, avec Loïc, mon associé que tu connais, on a eu aussi des sujets et on a toujours eu du mal à se dire lever de l'argent ou être approché sans être rentable. Ouais. Tu vois, c'est... Ouais, bien sûr. Bon, après, on est peut-être aussi plus âgé que la moyenne des gens qui font des levées, donc peut-être on est une autre génération Bon, aussi. je crois qu'aujourd'hui, c'est plus un frein, ça. Ouais. Ouais. Bon, le truc, c'est qu'en gros, nous, aujourd'hui, c'est pas écarté, mais c'est plus la question d'actualité. Mais du coup, de 2 à 4, plus accompagné, à part bancairement parlant, peut-être. Voilà, bancairement, effectivement, ouais. on fera sûrement quelques levées bancaires pour financer les ouvertures de magasins. Ouais. Mais sinon, aujourd'hui, en fait, on a Recyc Matelas Europe qui est derrière nous et Ouais, qui nous donne les moyens financiers et les moyens aussi de structure. Même humain, est-ce qu'il y a un support humain, genre peut-être une personne, je sais pas, dédiée Ouais. là, tu peux en parler de marketing, peut-être qui peuvent vous donner des tips marketing, qui vous disent écoutez, pour industrialiser ou pour. Voilà. Alors, au niveau marketing, non, c'est pas leur fort parce que ce sont des industriels. Ah ouais. Par contre, Ouais. au niveau industriel, voilà, ils nous aident beaucoup. Là, ils vont nous aider en fait à optimiser les performances de notre production pour gagner en fait en productivité, pour avoir aussi un coût de revient plus faible. Ils vont nous aider sur la partie approvisionnement, D'accord. évidemment. Et on met maintenant en commun certaines tâches. Donc, par exemple, les RH. Voilà, aujourd'hui, en fait, ils mettent sur la partie recrutement, etc. Donc, C'est tellement un sujet, la RH, ouais, c'est clair. sous-estimé quand tu montes ta boîte. Ah ben moi, je vais te dire mon retour d'expérience si ça peut être utile. Pour moi, c'est le challenge numéro 1 de l'entrepreneur, c'est de gérer l'humain. Ah ouais, Voilà. alors là, on est aligné, hein, Et- je vais te dire, à 100%. Et, ouais, si demain je dois refaire un business, ce sera seul face à moi-même. Solopreneur, comme on dit. Ouais, solopreneur, Ah ouais. exactement. Eh ouais, Parce que ouais, franchement, c'est ouais, très je comprends. compliqué. Ouais. Très compliqué au quotidien. Ouais. Mais ça se passe bien, tu vois. Aujourd'hui, j'ai une super équipe qui est top. On a très bien rebondi et on a construit quelque chose qui est cool avec une équipe qui est jeune, qui est dynamique. Et là, on a vraiment un noyau dur qui est très bon. Mais c'est vrai que je suis passé par des étapes plus difficiles où on a eu affaire à des gens qui n'étaient pas forcément bienveillants, quoi. Ouais. Et peu importe ce que tu mets en place dans la boîte, Ouais. ils n'en ont rien à faire. Jamais content. C'est leur, Ouais. leur intérêt avant tout. Ouais. Et du coup, ça se passe pas forcément bien, quoi. Donc, ouais, pas évident à ce niveau-là, mais finalement, on a réussi à traverser les épreuves. Bah, tu sais quoi, ça fait une transition parce que c'était on va dire le dernier socle du podcast, c'est de parler de l'impact. Donc, parce qu'il y a une chose que je ne savais pas, c'est que tu fais de quoi. Vous avez plusieurs labels, Ouais. 2 ou 3. Je voulais savoir. Alors, moi, j'ai un avis partagé sur les labels. Est-ce que ça te permet de crédibiliser? Est-ce que ça t'a permis peut-être... Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir... je crois que vous êtes ESUS. C'est ça, ESUS, ouais. Voilà. Donc, décris-moi-en un ou deux et qu'est-ce que ça a pu vous apporter au niveau... Alors, donc le label ESUS, on est une entreprise sociale et solidaire, en fait. Donc, dans nos statuts, on a inscrit aussi un objet social en plus de l'objet commercial. Mais tu as un objet aussi gouvernance aussi, non? Exactement. Ouais, en voilà. fait, la gouvernance est partagée. Donc, tu dois prendre des décisions en commun avec tes salariés et surtout, après... Tu as aussi une politique de redistribution des dividendes. Tu ne peux pas sortir 100% des dividendes comme tu le souhaites. Il y a une partie des dividendes qui doivent être mis en réserve légale, une partie en réserve pour d'autres activités. Donc, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec les bénéfices de l'entreprise pour que ça serve aux intérêts des employés. C'est ça le but, et que ça serve aux intérêts communs et globaux de la société, en fait. Qu'il n'y ait pas juste une personne qui prenne des décisions et qui fasse n'importe quoi avec l'argent. En plus, je crois que ça fait un moment que vous êtes ESUS, ça. Depuis 2019. Ouais, depuis 2019. Et en fait, ce label ESUS aussi te donne l'opportunité de devenir une entreprise d'insertion et d'embaucher des gens en réinsertion professionnelle. D'accord. Et donc, nous, on a fait ça pendant 2 ans, de 2019 à 2021. Okay. Et on a donc, du coup, donné la possibilité à des gens qui étaient un peu éloignés de l'emploi de remettre le pied à l'étrier et de s'insérer professionnellement chez nous. En fait, ce qui est pas mal chez Ecomatlas, c'est qu'on a des métiers qui sont assez manœuvriers, tu vois, assez manuels. Ça demande de la manipulation, de la manutention. Tu as beaucoup d'opérations manuelles. Beaucoup d'opérations manuelles, mais pas forcément de compétences techniques à proprement parler, tu vois. Donc, finalement, un débutant, demain, peut venir chez Ecomatlas et au bout d'un mois, être opérationnel chez nous. Okay. Donc, ça permet à des gens qui n'avaient pas bossé depuis 3, 4 ans, 5 ans, de venir, de se former à un nouveau métier et de se remettre un peu... dans un univers professionnel, de se relever le matin, de reprendre des nouvelles habitudes. Et c'était assez sympa comme expérience. On a dû arrêter parce que ça demande beaucoup de suivi au niveau RH. Ouais. Et on n'était pas assez structuré pour le faire
à ce stade. Mais on le refera sûrement dans quelques années, Ouais. quand on aura en fait Un peu plus taffé. Ouais. voilà, une directrice RH en interne qui pourra gérer ce genre de personnel. Mais c'est des gens en fait qu'il faut suivre au quotidien parce qu'en général, ils ont des soucis personnels, etc. Ouais. Donc parfois, ils sont absents. Tu vois, donc ils te préviennent pas forcément, ils viennent pas, donc il faut les appeler, il faut les suivre, il faut trouver des véhicules pour eux parce qu'ils sont pas forcément véhiculés. Bon, il y a tout un suivi. Et puis l'idée de base de l'insertion, c'est aussi de les réintégrer dans le monde du travail, de les former, mais pour qu'ensuite ils partent ailleurs et soient embauchés dans une autre entreprise. Ouais. Donc il faut aussi essayer de les réinsérer par ailleurs. Donc il y a vraiment un gros suivi à faire. Nous, ceux qui sont entrés chez nous, on finit par signer des CDI. Donc ils sont toujours là. D'accord. Donc c'est, tu vois, Ouais, en fait, l'expérience s'est très bien passée, hein, puisque les salariés ont fini ouais, mais par bon, rester ça chez nous. demande un suivi humain plus Voilà, important. voilà. Donc label ESUS. Après, on a le label Envol. Alors ça, c'est un label environnemental volontaire qu'on a mis en place chez nous qui permet en fait d'avoir une optimisation de notre supply chain en termes de gestion des déchets, gestion des énergies, principalement ça, pour éviter en fait d'avoir du gaspillage au niveau de la production. J'avais noté que et vous des avez énergies. quand même, j'ai noté là dans mes notes, un Stéphane, spécialiste filière recyclage. Alors Stéphane, c'est mon ex-associé. Effectivement, on n'en a pas trop parlé là encore, et d'ailleurs je m'en excuse auprès de lui s'il écoute ce podcast. Pardon Stéphane. Parce que, donc, comme je l'ai dit, voilà, c'était mon frère et mon oncle au départ. Mon frère et mon oncle sont partis en 2018. Ok. Et en fait, en 2018, je me suis associé avec Stéphane D'accord. Duponchel, qui était effectivement un expert de cette filière du recyclage de manière générale, parce qu'il avait déjà travaillé avec des éco-organismes à l'époque sur d'autres sujets que la literie et avait beaucoup de réseaux sur ce milieu-là. Et donc Stéphane nous a mis en lien avec des éco-organismes, nous a beaucoup aidé à organiser la filière en fait pour l'approvisionnement des matelas. Il fait toujours partie de l'aventure? Et Stéphane est sorti en fait là en début d'année quand D'accord. Recyc Matelas Europe nous a racheté. D'accord, ok. Voilà. Donc aujourd'hui il fait plus partie d'Ecomatelas, mais Stéphane a fait partie prépondérante de la société et a beaucoup aidé Ecomatelas. Et c'était lui effectivement la partie un peu éco-organisme et label. D'accord. Et c'est lui qui a mis en place d'ailleurs ce fameux label Envol, D'accord. tu vois, chez nous. Parce que du coup, vous mesurez un peu tout ça ou pas? Voilà, donc en fait, il y a des mesures effectivement de déchets, de tonnage en déchets, etc. Donc aujourd'hui, on est quasiment à zéro déchet. De toute façon, Ouais, parce que donc ça, je l'ai noté, je voulais te poser la question. voilà, C'est on est en quasiment à recyc- zéro déchet. Je en fait. dis parce que ça, je l'ai pompé sur le site. En recyclant la quasi-totalité des matières composant les matelas et sommiers, on est zéro déchet. Ouais, tout à fait. En fait, des déchets ultimes, on n'en a pas. Les rebuts de production qu'on peut avoir, de toute façon, ils partent au recyclage. Donc, ils ne seront pas enfouis sous terre. C'est ça qui est bien, c'est qu'on va éviter vraiment l'enfouissement de tous ces éléments-là et on va leur donner une deuxième vie avec du recyclage traditionnel. D'accord, ouais. Voilà. Et le vrai impact qu'on va avoir, en fait, il se calcule en équivalent CO2, Ouais. puisqu'on sait aujourd'hui avec les chiffres de l'ADEME, qui nous a fourni en fait un document officiel, qu'un matelas reconditionné va permettre d'économiser un équivalent CO2 de 250 kg. D'accord. Parce qu'en fait, si tu veux, le fait de reconditionner un matelas, c'est finalement éviter de produire un nouveau matelas. Tout à fait, oui. Voilà. Oui. Et quand tu produis un matelas, tu extrais de la matière première, en général à l'autre bout de la planète, pétrolifère pour la plupart, Ouais. et tu les fais venir ici en France. Ensuite, il y a toute la partie production qui en elle-même est très énergivore. Et puis, il y a la fin de vie du matelas, l'enfouissement ou l'incinération, qui sont encore plus énergivores et qui vont être très impactants d'un point de vue Du coup, carbone. on peut dire que c'est 6000, puisque tu as dit que tu fais 500 matelas par mois, c'est ça? 500 matelas par mois, C'est- fois 250 kilos, à peu près. Ouais. Aujourd'hui, depuis 2017, on a fait le calcul là très récemment, on est à 11 000 tonnes de CO2, équivalent CO2 économisé. Ouais, ça commence à peser quand même. Ça commence à peser, c'est pas bon. Je pense que par rapport à d'autres grosses sociétés, c'est encore ridicule, mais à notre niveau, on a déjà un impact assez intéressant, ouais. Parce que je pense pour une TPE, c'est pas mal quand même. Ouais, j'ai pas fait le comparatif, ça pourrait Non, être mais intéressant. bon, ce que je veux dire, c'est que déjà, il y a très peu de TPE, parce que nous, on le voit, nous, dans la partie travaux, bon, c'est pas l'objet du podcast, mais c'est très, très compliqué. Les filières sont pas aussi Eh oui. organisées. La REP Travaux, elle a vu le jour l'année dernière. Ah, bon, je La passerai le reine bâtiment, sujet ouais. parce qu'on est sur Jérémy d'Ecomatelas, mais c'est un vrai sujet. Je pourrais faire même un podcast sur la partie travaux tellement il y a de choses à dire et que la ouais. filière est pas prête. Mais c'est pas grave, nous on est là aussi pour bousculer les choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, il faut mesurer tout ça. Il faut pouvoir le faire. Et tu vois, bon, bah, ton associé est parti, mais une TPE pour faire tout ça. Ouais.
c'est pas évident. Non, c'est ça. Il faut C'est du pas évident. temps, il faut des ressources Du temps. et des moyens aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, parce que moi je le dis, je me permets de prendre 30 secondes, c'est sûr. que la partie RSE, c'est un coût invisible d'une boîte. Mm. Nous, on l'a mis très tôt chez Greeneming, et malheureusement, on a dû réduire la partie... Alors, dans nos têtes, on est à 150% sur la thématique RSE. Tu vois, je pense qu'on est un peu à la même pratique de monter la boîte comme ça. Mais à un moment donné, quand tu es face à des vraies problématiques de société, au sens avec un grand S, tu es obligé de prendre des décisions qui font qu'à un moment donné, ta charge mentale, ta charge opérationnelle, et ben, ce qui fait que tu coupes un petit peu dans ton quotidien, malheureusement, c'est cette partie RSE. Bien sûr. Et quand tu es staffé, c'est pas pareil. C'est pour ça que j'avais noté ce fameux Stéphane, donc on l'embrasse, ce spécialiste, parce que je trouvais énorme d'avoir une personne dédiée à cette thématique-là sur une TPE. Clairement. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ouais, clairement, je suis assez d'accord avec toi. Après, de toute façon, ce qu'il y a, c'est que les TPE sont aussi confrontés à un problème, c'est d'avoir une rentabilité et d'avoir aussi un business model qui tienne dans la durée. Parce que c'est bien beau d'aller faire de la RSE tous les jours, si c'est pour disparaître au bout de 3 ans, ça sert à rien. Ah, je suis d'accord. Voilà, la longévité économique est quand même, pour les entreprises, l'objectif de base. Et derrière, tu peux installer des projets et faire de la recherche sur la partie RSE, tu vois. Mais il faut d'abord avoir un business model qui tienne la route. Et je pense que c'est souvent oublié. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on part bille en tête sur la RSE avant d'avoir un business model qui tienne la route. Exactement. Moi, je dois faire la confession, on l'a un petit peu fait quand même. On s'est repris, attention, mais parce qu'on avait des... En fait, quand tu es convaincu de quelque chose et que tu as envie de mettre les choses en place, tu as une certaine... tu peux être aveuglé. Ouais, tu vois, et parce que tu as envie de bien faire. Mais, comme tu l'as très bien dit, la réalité économique te ramène. Voilà, et donc, tu es obligé de te recentrer sur le business financier et de pérenniser tes affaires. Exactement. Voilà. On faisait partie d'un incubateur au tout début chez Realis, je ne sais pas si tu connais. Tout à fait, bien sûr. Ouais. Voilà, qui est un incubateur spécialisé sur les entreprises à impact. Ouais. Et c'était marrant parce que il y avait beaucoup de sociétés, de jeunes sociétés comme nous qui venaient, mais qui avaient des business models très farfelus, tu vois. Tu te demandais comment ça pouvait... Mais tu sais qu'on a été refusé chez Realis. Ah ouais. C'est étonnant. Ouais. Alors, c'est étonnant. Alors, je les comprends et je les comprends pas. Je peux raconter l'anecdote parce qu'il y a prescription et puis je pense que les choses aussi peuvent évoluer. Bien sûr. C'est qu'en fait, nous, on est dans le monde de l'immobilier. Ok. On est le monde de l'argent. Ouais. Ok. Non, mais soyons clairs. Moi, nous, on ne se cache pas derrière notre petit doigt. C'est-à-dire que nous, on parle argent, on parle patrimoine, succès. Bon. Et je pense que ce biais-là, on l'a mal amené avec Loïc. Je pense que ça a été ça la vraie raison. Par contre, et c'est pour ça aussi, nous, on a pris un virage là récemment sur la boîte, c'est qu'on est plus focus travaux. Ouais. On fait de l'investissement, on accompagne les gens, il n'y a pas de débat. Mais par contre, on est mis plus en avant la partie travaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le cœur de réduire les impacts environnementaux, c'est sur les travaux. C'est là où il y a le plus gros levier. Donc je passe un peu les détails, mais Realis, à l'époque, il y a 2 ans et demi, ils nous ont dit, écoutez, en gros, vous n'êtes pas assez RSE. Et moi, ça m'avait frustré à l'époque. J'ai dit, punaise. Parce que dans ma tête, je ne comprenais pas. Mais ils avaient raison. Tu vois, ils avaient raison. Mais j'aurais aimé que... tu vois, en fait, c'est un peu la naïveté. Je pense que quand tu crées une boîte, tu crois que tout le monde va t'aider. Oui. Et c'est complètement faux. Non, c'est clair. C'est complètement t'es seul face à toi-même au début. Exactement. Ça, c'est sûr. Je ferme les crochets. Voilà. Mais écoute, Jérémy, on arrive à la fin de cette interview, de ce podcast. Ce que j'aime bien, moi, c'est de conclure un petit peu de... Est-ce que tu as une actualité un peu forte que tu veux partager ? Profites-en, il y a des millions de gens qui t'écoutent. Donc vas-y, je t'en prie. Écoute, là, l'actualité, pour nous, c'est surtout l'ouverture de la boutique, notre deuxième boutique parisienne en mars 2024. Donc ça, j'attends ça avec impatience parce que... On pourrait t'inviter à une inauguration si on est... Ouais, clairement, avec grand plaisir. Ouais, tout à fait. On va essayer de faire une belle inauguration d'ailleurs, tout à fait. Donc ça, c'est pour nous... c'est un gros sujet pour moi, en tout cas en ce moment. Ouais. Parce que si tu veux, c'est un peu aussi l'aboutissement, tu vois, de la stratégie commerciale. Et puis, on va dire qu'enfin, on commence à se développer au national, tu vois. Parce que rapidement, ton rôle aujourd'hui... Ouais. Je t'en ai même pas parlé. Moi, je suis toujours directeur général de la boîte. Ouais. Donc, je suis resté aux manettes. Et on va dire que je me concentre vraiment sur le développement commercial. Ouais. La partie industrielle, je l'ai déléguée. Ouais. Recyc Matelas. Voilà, Recyc Matelas en partie. Et puis, j'ai un responsable d'atelier aujourd'hui qui est très bon. Ouais. Et moi, je m'occupe de la partie commerciale. Ok. Voilà. Bon, parfait. Eh bien, écoute, Jérémy, j'aurais peut-être, je pourrais discuter, je pense, encore quelques heures, mais le temps file et je m'étais engagé à te lâcher à une certaine heure. Mais en tout cas, moi, j'étais très ravi de tourner cet épisode avec toi.
je connais encore mieux Ecomatla. Je pense que parce que c'est Loïc qui gère les approvisionnements chez nous, mais on continuera à travailler avec vous. Avec plaisir, ouais. C'est vraiment, tu vois, c'est fou la vie parce que moi, je connaissais, je l'en ai parlé. Ouais. On est très content en tout cas de bosser avec vous. Et en tout cas, je dis, parce que certains m'ont fait des fois des petits commentaires, il n'y a pas de sponsor encore aujourd'hui sur les impactants. C'est pas sponsorisé par Ecomatla. Non. Ce que je le dis, je le pense. Et puis bon, je suis pas une personne qui me cache, donc du coup, je dis ce que je pense. Donc on est très content de t'avoir interviewé aujourd'hui en tout cas. Eh ben, écoutez, avec grand plaisir, c'était super. Bon, je te dis à très vite. À très vite. Ciao, ciao. C'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Premièrement, me faire des retours. Je réponds à tout. Deuxièmement, la newsletter. On parle d'actualité sur l'immobilier, les différentes stratégies immobilières, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou tout simplement découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Ou sinon, la troisième, c'est de pouvoir bosser, travailler avec nous. Et là, on a 2 formats, l'accompagnement et le clé en main. Donc je vous dis à très vite. Ciao.